Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la topologie. Voilà, la dernière fois j'ai fait une vidéo d'introduction à l'algèbre, qu'on peut résumer comme la discipline qui s'intéresse aux relations entre les objets. Et cette fois on va regarder un peu ce que c'est la topologie, puisque c'est quelque chose qui arrive en deuxième année de prépa particulièrement, et il y a déjà un avant-goût en première année avec l'analyse, qui est une discipline qui s'intéresse plus, on va dire, à la forme de l'espace, et plus précisément, moi j'aime bien dire que en fait c'est la formalisation de la notion de distance, puisque c'est surtout ça en prépa finalement. En prépa, on va surtout s'intéresser à dire ce qu'est une distance entre les différents objets et voilà définir la notion de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire pour un truc d'être fermé, d'être ouvert, etc. Et donc on va regarder ça sans plus attendre dans cette petite vidéo. Voilà. Donc le temps que j'arrive à mettre correctement ce que je veux mettre, je vais me déplacer. Voilà. Adieu, je pars dans le coin supérieur droit de votre écran. Donc, dans cette vidéo d'introduction à la topologie. Voilà. Donc, il y a deux parties, bien évidemment. Donc, d'abord, on va s'intéresser à pourquoi faire de la topologie. Et dans un deuxième temps, on va voir comment faire de la topologie. Donc, je continue de disparaître. Voilà. Donc, pourquoi faire de la topologie? C'est vrai, c'est une question qui se pose, puisque mine de rien, la topologie, c'est là depuis grosso modo la deuxième moitié du 19e siècle. Ça a été pas mal formalisé au début du 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Dans l'imaginaire collectif, la topologie, c'est en gros dire qu'un tor et un donut, c'est la même chose. Alors oui, mais c'est pas que ça. Et surtout, en prépa, c'est pas du tout ça. On s'intéresse pas du tout à cette partie-là qui tourne autour des déformations de l'espace, puisque c'est quand même assez avancé. En prépa, on s'intéresse plus justement à ce que c'est que l'espace et comment on peut le formaliser. Et donc justement, en fait, c'est des questions qui sont assez naturelles à se poser lorsqu'on étudie les mathématiques de la même manière qu'on avait pour l'algèbre. Donc pour rappel, l'algèbre, ça a émergé du fait qu'on se retrouve à des fois des problèmes, par exemple des systèmes d'équations ou juste une équation à une inconnue qu'on devait essayer de résoudre, on avait besoin d'outils pour ça. Et bah justement pour la topologie, c'est un peu la même chose. Par exemple, si je vous mets ces deux graphes, voilà, on a deux graphes de fonctions, on a un à gauche, un à droite. On voit bien que ces deux graphes représentent des fonctions de nature différentes, puisque celui de gauche, on a l'impression qu'il est extrêmement lisse, tandis que celui de droite, pardon, bah, il y a des sauts, c'est un peu erratique, même il y a une zone au milieu où on n'est pas trop sûr, la fonction elle est définie point par point. Bref, donc on ne sait pas trop, a priori, si on n'a jamais fait de topologie, comment on pourrait exactement formaliser ça. Si vous avez déjà un peu fait d'analyse, bon, bah, c'est évident que par exemple que la fonction à gauche, elle est continue, même on pourrait dire qu'elle est probablement, même elle est a priori dérivable, puisqu'elle est extrêmement lisse, tandis que la fonction à droite, déjà, elle n'est pas continue en plein de points. On a tout un endroit autour de l'origine où elle n'est pas du tout continue. À gauche, on a un saut où elle n'est pas continue. Et à droite, a priori, elle ne va pas être dérivable non plus, vu qu'elle a ces grosses aspérités. C'est ce qu'on dirait quand on a un peu d'historique en analyse. Mais bon, a priori, on n'a pas tout ça quand on commence la topologie. Donc voilà. Donc ça, c'est un problème, par exemple, quand on regarde des fonctions et leurs graphes. Mais ça ne se limite pas à ça. Par exemple, naturellement, si on étudie des suites de points, ici on a deux suites de points. À gauche, on en a une. Bon, on a l'impression que voilà, les points, ils se rapprochent de plus en plus de zéro sans toucher jamais zéro. Qu'est-ce que ça veut dire quand on va regarder très loin, par exemple quand on va regarder le millième terme de la suite? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? On ne sait pas. Et à droite, bon, bah, on a une suite qui semble avoir un comportement erratique. On n'a pas vraiment d'accumulation vers un point en particulier, mais ce qui est notable, c'est que a priori, on a une suite qui est bornée. Voilà, elle est contrainte dans le tuyau vert. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Je ne sais pas. A priori, par exemple, ce qu'on dira, c'est que bon, la suite de gauche, si on avait à notre disposition sa définition, on verrait qu'elle tend clairement vers zéro. Et celle de droite, a priori, elle n'a pas de limite. Par contre, on verrait qu'elle est bornée. Et donc, ce que dirait un étudiant de première année, c'est que bah, on a une suite de réels bornés. Donc, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite convergente. Mais ça, on va justement le généraliser. Quand on n'est plus juste dans le cas d'une suite de réels, mais par exemple dans une suite de fonctions, dans une suite de polynômes, dans une suite de vecteurs, qu'est-ce qu'on peut dire? On dira par exemple que voilà, tout de suite à valeur dans un compact admet une valeur d'adhérence, ce genre de choses. On va essentiellement beaucoup généraliser des notions qu'on voit sur les fonctions à valeur réelle et sur les suites de réels. Mais plus que juste regarder des valeurs, on va aussi regarder vraiment la géométrie de l'espace. Bon, en l'occurrence, ici, l'espace, ça va être un plan, mais ici, j'ai mis de deux côtés. À gauche, par exemple, on a un cercle et plus ou moins un triangle. Bon, bah,
on voit que visiblement, c'est des formes assez naturelles. Par exemple, ce qu'on pourra regarder, c'est que euh, dans un cercle, on peut toujours prendre 2 points, regarder le segment qui les joint et ça va rester à l'intérieur. Vous pouvez faire clairement, vous prenez votre cercle, vous prenez 2 points au hasard dedans, vous les reliez par un segment, ça va rester à l'intérieur. Par contre, avec les formes à droite, ça va pas toujours être le cas. La forme à droite en haut, par exemple, on voit clairement que si on prend 2 points bien choisis, le segment qui va les joindre va sortir de la forme. Pareil pour ce qui ressemble à une étoile en dessous. Mais par exemple, pour une étoile, ce qui est particulier, c'est que si on regarde le point central de l'étoile, n'importe quel point peut être relié par un segment à ce point central. Donc ça, c'est quelque chose de notable. Bref. Euh, donc visiblement, il y a des choses différentes entre même les différentes formes de l'espace. Ici, on est en 2 dimensions, mais on peut facilement généraliser ça à 3 dimensions, 4 dimensions, un nombre quelconque de dimensions. Juste en regardant par exemple une sphère, une boule. Déjà, qu'est-ce que c'est la différence entre une sphère et une boule? Est-ce qu'on fait la différence entre l'enveloppe de la sphère, de la boule, pardon, et l'intérieur de la boule en elle-même? Comment on fait cette différence, etc. Parce que par exemple, si vous prenez un cercle, vous avez tout ce qui est sur sa circonférence qui est un peu dans une situation incertaine. Est-ce qu'on compte ça dans le cercle? Est-ce qu'on compte pas ça dans le cercle? Je sais pas. Justement, on verra ça plus tard avec la notion d'espace fermé, ouvert, enfin de partie fermée et ouverte. On va voir tout ça. Bref, donc sans plus attendre, on va regarder un peu qu'est-ce que c'est que la topologie et comment faire de la topologie. Donc comme je l'ai dit, selon moi, en prépa, la topologie, c'est la formalisation de la notion de distance, de proximité. Qu'est-ce que c'est qu'être loin? Comment on donne un sens à la distance, etc. Et donc, sans plus attendre, il nous faut un premier outil qui va être la norme. Alors la norme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste la longueur. Vraiment, c'est donner voilà, un mètre étalon pour mesurer la longueur des choses. Et donc, essentiellement, il y a 3 propriétés que vous devez vérifier. Donc, une longueur, une norme quand on est sérieux. C'est que, bien évidemment, la seule chose qui a une longueur nulle, c'est le vecteur nul en lui-même. Donc, ici, on est dans un espace E. Autre chose, bien évidemment, qu'on a l'habitude d'avoir, c'est l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que le plus court chemin est toujours un segment. Ça, on pourrait s'en passer pour formaliser la notion de distance. Quand vous regardez l'espace hyperbolique, par exemple, qui sont au-delà de la prépa, bien évidemment, mais pourquoi pas, on pourrait regarder ça. Et par exemple, dans l'espace hyperbolique, si vous connaissez un peu, c'est bien connu que dans ce genre d'espace, le plus court chemin entre 2 points n'est jamais un segment. Mais ici, on prend cette décision donc en choisissant que notre norme doit respecter l'inégalité triangulaire. Et la dernière chose, c'est une sorte d'homogénéité. C'est que tout simplement, si vous regardez lambda x, sa norme, c'est la même que la valeur absolue de lambda fois x. Donc, en particulier, l'opposé d'un vecteur a la même longueur. Mais si vous prenez 2 fois un vecteur, sa longueur, c'est 2 fois la longueur du vecteur. Voilà, et à partir de ça, on va pouvoir définir bien évidemment la notion de distance, parce que du coup, on dira que la distance entre x et y, c'est simplement la norme de la différence entre x et y. C'est assez clair, vous prenez des vecteurs, et bien tout simplement, plutôt si vous prenez 2 points, la longueur du segment qui joint les 2 points, vous prenez les vecteurs, vous faites la différence, et puis voilà, c'est terminé. Et donc avec ça, on a finalement le minimum et à peu près tout ce qu'il nous faut pour parler de topologie. Notamment, on peut commencer à définir certaines choses. La structure la plus simple, c'est la boule, comme j'ai dit. Donc, en 2 dimensions, c'est le cercle, le disque. Justement, on va bien faire les distinctions entre ces différentes notions. On va juste parler de boule ouverte. Donc, j'ai noté B. La boule ouverte centrée en A de rayon R, ça va simplement être l'ensemble des points de notre espace qui sont à une distance inférieure au rayon du centre. Voilà. Strictement inférieure, c'est important. On verra après à quoi ça ressemble. Pareil, on peut définir la boule fermée. Cette fois, donc, on prend toujours les points qui sont à une distance strictement plus petite que le rayon, mais on prend aussi ceux qui sont vraiment à une distance R du centre. Et enfin, on a la sphère, et là, c'est quand justement la distance est égale au rayon. Donc, vous pouvez déjà avoir une image dans votre tête de ce à quoi ça va ressembler, mais je l'ai mis juste après. On a donc notre première boule, donc j'ai mis des traits pour dire qu'on a bien l'intérieur. Ça, c'est une boule ouverte, on voit qu'on n'a pas la périphérie. Là, je l'ai mis avec des petits traits. Au centre, en bas, on a une sphère. Donc, en 2 dimensions, on appelle ça un cercle, bien évidemment. Donc, on n'a pas l'intérieur, on a juste le contour. Et la troisième boule, c'est un peu... voilà, c'est la troisième boule, mais c'est toujours un disque. C'est juste le disque fermé. Donc là, on a l'intérieur plus la périphérie. C'est un peu comme si vous preniez une orange, finalement. Vous regardez, est-ce que vous prenez la peau de l'orange ou pas la peau de l'orange? Vous pouvez juste prendre la peau, c'est une sphère. Vous pouvez prendre toute l'orange, c'est la boule fermée.
Et vous pouvez prendre l'orange sans la peau, c'est la boule ouverte. Voilà. Donc ça, c'est les outils de base en gros qu'on a. C'est les structures de base, les premières qu'on voit et qui sont extrêmement utiles. Maintenant, comme j'ai dit, ça découle directement de la norme qu'on a définie, de la distance qu'on a définie. Pour ça, on a pas mal de choix en fait, suivant ce qu'on manipule. De manière générale, vous verrez que dès qu'on a une structure euclidienne, c'est-à-dire dès qu'on a un produit scalaire en gros en prépa, ça tombe tout seul, puisqu'on va définir donc que la norme, alors c'est pas écrit, j'ai effacé le 2, mais bien évidemment c'est la norme au carré. D'un vecteur, ça va être tout simplement le vecteur scalaire lui-même. Mais bon, encore faut-il un produit scalaire. Donc pour les matrices, en général, ça va être la trace. On regarde la trace de A transposé fois B. Donc ici, j'ai mis M et N. Mais finalement, ça revient juste à faire la somme des coordonnées, des produits des coordonnées. C'est ça la somme des MIJ, NIJ. Pareil, quand on ajoute des vecteurs standards, on regarde juste la somme des UI, VI. Quand on a des polynômes, en général, ce qu'on fait, c'est que c'est un peu plus complexe. On regarde une intégrale. En l'occurrence, on regarde l'intégrale du produit. Alors ici, il y a plus que le produit. J'ai mis, donc c'est l'intégrale sur AB. Ça, on peut le définir n'importe quel segment. En général, on prend 0, 1 ou moins 1, 1. Mais c'est totalement arbitraire. On regarde donc l'intégrale de P de x, Q de x. Et il y a une fonction en plus, W de x, dx. Pourquoi en fait le W de x en général, quand on fait pour la première fois, c'est la fonction unité, donc c'est juste l'intégrale de P de x, Q de x. Mais en fait, ce qu'on peut faire en plus avec les polynômes, et même quand on regarde des fonctions, on peut très bien faire ça avec des fonctions. On aime bien avoir ce qu'on appelle une fonction de poids, c'est-à-dire qu'on peut attribuer plus ou moins d'importance à certaines régions de notre segment AB. Par exemple, vous pouvez regarder avec W de x, il faudrait que, par exemple, je sais pas, vous pouvez prendre exponentielle de moins x carré comme fonction. Bon, il y a des trucs en plus qu'il faut vérifier pour ces fonctions de poids, mais bref, c'est pas très important. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que voilà, on peut vraiment choisir n'importe comment, presque n'importe comment nos normes, et donc ça va fortement influencer la forme de l'espace qu'on va étudier. Bref. Maintenant qu'on a ça, on peut regarder un peu donc ces espaces, ces structures, on peut regarder quelques trucs dessus, notamment la première notion qui vient, c'est la notion d'adhérence. Qui est très utile. Donc ici, je vous ai dit que l'adhérence, en gros, qu'est-ce que c'est? Donc on a un petit schéma. J'ai mis un point vert, donc qui a priori est sur la périphérie d'une partie, donc il n'est pas dedans. Mais ce qu'on regarde, c'est que si on suit le tracé des points rouges, ben, on peut les suivre et se rapprocher de plus en plus vers le point vert. Et donc ça va exactement être ça. L'adhérence, ça va être notre partie en elle-même, plus tous les points qui sont vraiment extrêmement proches, qui sont collés à notre partie. Et donc ça, comment on le formalise, on dit que X appartient à l'adhérence d'une partie A, si et seulement si en fait on a une suite de points de A qui convergent vers notre point X. Alors ici j'ai écrit distance de X, N et X tend vers 0 lorsque N tend vers plus l'infini. Et ça va tout seul. Avec ça, on a une notion un peu duale qui est la notion d'intérieur, qui est donc si l'adhérence en fait du coup, on peut dire, et c'est même exactement le plus petit fermé contenant notre partie, notre intérieur, ça va être le plus grand ouvert contenu dans notre partie, qu'on peut aussi juste écrire comme E privé de l'adhérence de E privé de A. Et donc pour revenir rapidement sur cette notion d'ouvert et de fermé que je n'ai pas explicité parce que c'est assez clair, une partie, elle va être ouverte en fait tout simplement si dans chacun de ces points on peut trouver un ouvert qui contient notre point, une boule ouverte qui contient ce point. Donc typiquement une boule ouverte est ouverte, puisque si vous prenez un point dans votre boule ouverte, bah, vous pouvez trouver une plus petite boule ouverte. C'est assez clair si je fais un schéma. Donc ici j'ai une boule, et par exemple si je regarde le point ici, bah, je peux trouver une boule ouverte qui est à l'intérieur. Et donc on va dire que la partie est ouverte. Et par opposition, on dirait en fait qu'une partie est fermée si son complémentaire est ouvert. Donc en l'occurrence, si vous regardez sur les pages précédentes, on a à gauche une boule ouverte, son complémentaire c'est pratiquement tout l'espace, en fait c'est l'espace sans elle, et ça va bien être fermé. Et vice versa. Bref, c'est une petite parenthèse sur la notion d'ouvert et de fermé qui est assez importante quand on fait de la topologie. Voilà. Et donc avec ça, on a la notion d'adhérence et d'intérieur. Et pourquoi j'ai introduit ces notions? Parce qu'en fait, elles sont très utiles pour caractériser les parties ouvertes et fermées. Tout simplement parce qu'une partie est fermée si et seulement si elle est égale à son adhérence. C'est assez naturel. Et une partie est ouverte si elle est égale à son intérieur. Donc c'est des moyens commodes de montrer que des trucs sont ouverts ou fermés.
Bref, donc naturellement, maintenant, on peut commencer à manipuler ces outils pour faire des trucs un peu plus avancés. Par exemple, regardez qu'est-ce qu'une fonction continue. Et donc on dirait qu'une fonction est continue en un point. C'est assez naturel, si et seulement si, j'ai dit pour tout epsilon, il existe un voisinage V qui est dans l'ensemble des voisinages de notre point X, tel que si Y est dans ce voisinage, alors la distance de f de X et f de Y est plus petite que epsilon. Alors pour venir un peu sur cette notion de voisinage, justement, que j'ai introduit là un peu sans prévenir, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la généralisation du delta qu'on a d'habitude, c'est-à-dire que quand vous êtes en première année, vous écrivez que pour les fonctions de la variable réelle, f est continue en un point, x, si et seulement si pour tout epsilon, il existe delta, tel que si la valeur absolue de y moins x est plus petite que delta, alors la valeur absolue de f de x moins f de y est plus petite que epsilon. Hein, c'est-à-dire, en gros, ce qu'on dit en première année, c'est f est continue en x si seulement si pour tout epsilon il existe delta, tel que si y est à une distance inférieure de delta de x, alors f de x et f de y sont à une distance plus petite que epsilon. Et donc, les voisinages, ça formalise cette notion, en gros, puisqu'en fait, un voisinage d'un point, c'est juste une partie qui contient un ouvert contenant notre point x. Donc, en particulier, les ouverts sont des voisinages de tous leurs points, mais c'est pas très important. Et donc, avec ça, on peut clairement voir, par exemple, que la fonction que j'ai mis à gauche, elle va être continue en tout point. Hein. J'ai mis ici des barres vertes, c'est notre barre de epsilon, et les barres jaunes, c'est nos barres du delta, en fait. Et donc, bon, c'est assez facile de se convaincre que cette fonction est continue. La fonction de droite, on peut se convaincre assez facilement qu'elle est discontinue partout, sauf au milieu, sauf ici. Voilà, ici elle est continue. En fait, cette fonction, c'est juste la fonction donc, qui au rationnel associe x et qui aux irrationnels associe 1 moins x. Vous pouvez regarder, elle est discontinue partout, sauf en 1,5, puisque du coup, quand vous tendez par des rationnels vers 1,5, la fonction tend vers 1,5. Et quand vous arrivez par des irrationnels, 1 moins quelque chose qui tend vers 1,5, ça tend vers 1,5. Et donc, pas de souci de ce côté-là. Bref, donc ça, c'est pour regarder qu'est-ce qu'une fonction continue. Mais maintenant, on peut aussi donc, utiliser ça pour étudier et mettre des catégories de parties. Donc ici, j'en ai représenté différentes et j'ai mis l'accent sur les chemins qui relient les deux points quelconques. Donc on a par exemple la première partie tout en haut à gauche. Bon, j'ai pris deux points A et B et j'ai vu que je pouvais les relier par un chemin continu. Donc voilà. Mais en fait, je peux faire ça avec n'importe quel point A et B qui sont dans cette partie. On dira que ce genre de partie est en fait connexe par arc. Donc connexe par arc, ça veut dire en particulier qu'elle est connexe. Et la notion de connexité, c'est une notion qui est un peu cachée sous le tapis, vite fait en prépa, mais qu'on peut résumer comme dire qu'en fait une partie est connexe si et seulement si elle est d'un seul tenant. On verra juste après par opposition à quoi. Ensuite, on a l'étoile. Alors l'étoile, ce qu'elle a de particulier, c'est que, donc, comme j'ai dit, chaque point peut être relié au centre de l'étoile par un segment. Donc on dira justement que ce genre de partie est étoilée, et en particulier c'est du coup connexe par arc, puisque du coup il suffit de, si on prend deux points A et B, on les relie indépendamment au centre, et bam, on a un chemin qui les relie. Ici on a une partie, une espèce d'ellipse, et donc on peut voir que n'importe quel point peut être relié par un segment. Ça on dirait que ce sont des parties convexes, c'est extrêmement important les parties convexes. Ça joue un rôle assez important de manière générale en analyse. Notamment, on peut y voir un lien très clair avec les intervalles de R. Et il y a des théorèmes très importants là-dessus. Par exemple, vous avez par rapport à l'image continue de certains types de parties qui vont conserver leurs propriétés. Bref, et la dernière partie, alors là c'est une partie qui est encore connexe par arc, mais en plus, là ce que j'ai montré, c'est qu'on peut toujours joindre deux points par une suite de... une ligne brisée. Hein. Et donc ça, ce seront justement des parties qui seront en particulier connexes par arc, mais donc qui sont connexes par ligne brisée. Alors c'est un peu difficile en deux dimensions de représenter des parties connexes par ligne brisée qui ne soient pas connexes par arc, mais ça existe. Et donc on peut justement regarder après qu'est-ce qu'on a d'autre. Par exemple, ici on a un exemple de partie qui n'est pas convexe, mais qui est connexe par arc. C'est une sorte de donut en deux dimensions. Hein. Et donc, on voit, donc si je prends deux points A et B, j'ai essayé de les relier par un segment. Malheureusement, je sors de mon donut à un moment. Par contre, je peux parfaitement trouver un chemin qui va les relier en restant dans mon donut. Et donc ça, c'est un exemple de partie qui n'est pas
pas convexe, mais qui est connexe par arc. On a aussi des parties qui ne sont aucun des deux. Par exemple, si je fais ici cette espèce de patate là, et ici cette autre forme, eh ben, si je prends un point A ici et un point B ici, je ne pourrais pas les relier par un chemin continu, je ne pourrais pas les relier par un segment, je pourrais les relier par rien du tout. Donc ça ne sera pas du tout connexe par arc, ce sera rien. Ce ne sera pas connexe tout court même. Bref. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, donc sur la structure même de l'espace. Dans les dernières choses qu'il y a, c'est en fait le fait qu'on n'a pas beaucoup parlé finalement des fonctions, puisque en fait, donc jusqu'ici en fait j'ai parlé des espaces métriques, c'est-à-dire ceux qui sont munis d'une distance, mais on peut aussi parler d'espaces vectoriels normés, puisque du coup il y a un lien assez fort avec l'algèbre, puisqu'on peut justement définir assez facilement la notion de produit scalaire dans un espace vectoriel, et donc une norme et donc une distance. Et donc sur l'espace vectoriel normé, il y a pas mal de choses, et notamment on peut, comme j'ai parlé de matrice, on peut aussi parler juste des endomorphismes. Et là, on va pouvoir même parler des endomorphismes en dimension infinie. Et donc pour ça, on introduit ce qu'on appelle, alors moi j'appelle ça la norme intrinsèque parce que c'est comme ça que je l'ai vu écrit pour la première fois, mais on lui donne aussi le nom de norme subordonnée ou de norme d'opérateur, qui est donc ce triple norme, entre guillemets, parce qu'il y a 3 traits, qu'on peut définir de deux manières parfaitement équivalentes. Hein. Soit on peut regarder le sup des normes de f de x quand x est de norme 1, c'est-à-dire vous regardez votre fonction, vous la regardez sur la sphère unité, et vous regardez quelle est la plus grosse valeur qu'elle prend. Voilà. Et de manière équivalente, on peut regarder le sup des normes de f de x sur norme de x pour x non nul. Et ça, en fait, c'est parfaitement la même chose, puisque du coup, comme vous avez un endomorphisme, et ben la norme de f de x sur la norme de x, ben vous pouvez rentrer le 1 sur norme de x, c'est un scalaire. Donc vous avez norme de f de x sur norme de x, donc ça c'est un vecteur de norme 1. Donc c'est une norme assez utile, notamment je vous invite à aller regarder le sujet des mines, un sujet de maths des mines qui est tombé cette année, qui avait une première partie qui était assez importante, qui tournait autour de ça. Et en particulier, qu'est-ce qu'on a sur cette norme subordonnée ou norme intrinsèque, comme vous voulez. C'est des propriétés, par exemple, on a des propriétés assez pratiques et qui semblent pas immédiatement évidentes. Par exemple, on sait que si on a un truc qui est de norme plus petit que 1 strictement, identité moins f, ça va être inversible. Et son inverse, on peut même dire que ça va être la série des f puissance k, une série qui est convergente. Et ça, en fait, ça découle par exemple de propriétés assez simples, qui est juste que donc, vous pouvez réécrire avec vos différentes identités usuelles que identité puissance n moins f puissance n, ici c'est la composition n fois, c'est identité moins f facteur de la somme partielle des fk, pour qu'allant de 0 à n-1. Alors ça vient du b puissance n moins a puissance n, c'est b moins a facteur de somme des ak b n moins k moins 1, pour k allant de 0 à n-1. Et donc c'est assez pratique, on peut dire pas mal de choses là-dessus, et en fait il y a toute une partie de la topologie en prépa qui tourne autour de justement comment normer les espaces vectoriels, qu'est-ce qu'on peut dire sur leur topologie, on peut s'intéresser aux fonctions, etc. Et après, notamment, ça intervient lorsqu'on fait un peu de trucs un peu plus avancés, notamment lorsque vous voulez regarder la notion de différenciabilité. Hein, qu'est-ce que c'est que une fonction, qu'est-ce que c'est qu'une généralisation de la dérivée en quelque sorte. Ça fait intervenir beaucoup de choses par rapport aux applications linéaires. Voilà. Dernière chose que je vais dire quand même sur la topologie, c'est que donc là j'ai beaucoup parlé de normes, de distance, d'espace métrique, d'espace vectoriel, et en soi c'est tout à fait correct et c'est ce qu'on voit en prépa, mais il y a en fait on peut facilement oublier certaines choses que j'ai dit, puisque finalement tout ça découlait d'une chose, tout ce que j'ai dit, on peut y mettre des voisinages à la place, hein, je l'ai fait quand j'ai parlé de la continuité, et en fait quand on a parlé de voisinage, on utilisait la notion d'ouvert. Et donc finalement, tout ce que j'ai dit peut juste être remplacé par définir des ouverts sur notre espace, et c'est tout. Si on arrive juste à définir ce qu'on appelle, donc ce qu'on va appeler en fait la topologie d'un espace, c'est-à-dire l'ensemble de ces ouverts, on pourra faire tout ça, modulo quelques modifications. Et donc c'est quelque chose d'assez important et qui amène à un autre niveau. Je vous invite à vous renseigner là-dessus.
Et donc voilà, c'est-à-dire que tout ça, on peut juste résumer ça. La seule donnée de la topologie de notre espace suffit à retrouver toutes ces propriétés. Et c'est ça qui est très très fort avec la topologie, c'est qu'en soi, on peut partir de presque rien. C'est juste, si on est capable de définir les ouverts, on peut retrouver tout ça. Voilà. C'est bon, ça fait 25 minutes. C'est un peu moins long que la dernière fois, donc je suis satisfait. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. C'était juste une introduction assez rapide à la topologie. Hein. J'ai pas pris le temps d'aller précisément loin dans toutes les notions, puisque c'est pas le but non plus. Si ça vous intéresse, allez regarder ça de votre côté. Il y a beaucoup de choses à regarder et c'est très très intéressant. Mais voilà. Je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo sur de la physique, probablement. Peut-être un peu d'électromagnétisme, des équations de Maxwell. Dites-moi si ça vous intéresse. Ou si vous avez autre chose qui vous intéresse, même. N'hésitez pas à me suggérer des idées. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!